Écoutez, bonjour à toutes et à tous encore une fois. Bienvenue à ce symposium Modernisation des données hospitalières du cloud à la clinique, le bond de la digitalisation, organisé par Relais Médical. Merci à tous d'être venus et bon appétit, comme je disais avant. Je suis Mélisande Rouget, propriétaire et directrice de la rédaction du journal Diagnostic Imaging Europe. Et c'est avec un grand plaisir que je vais guider vos échanges aujourd'hui. On a de la chance, c'est vendredi 13. Pas tous les jours. Le but de notre réunion, c'est de parler de la digitalisation en toute confiance, en abordant des points clés tels que les connexions Internet, la sécurité ou la souveraineté des données. Nos 4 experts ici présents vont donc vous fournir des cas d'usage du monde hospitalier, que ce soit du point de vue de l'IT ou clinique. Donc une petite présentation rapide de notre panel. Frédéric Hénaff, CEO et directeur général de Olea Médical. Bonjour à tous. Mathieu Gendron, responsable de l'architecture des solutions à Amazon Web Services, secteur public pour la France et le Benelux. Bonjour. Jean-Philippe Lamarque, ingénieur coordinateur de la DTNSI pour la recherche à l'hôpital Gustave Roussy. Bonjour à tous. Et le professeur Pierre Champsor, chef du service de radiologie et responsable de l'intelligence artificielle à la PHM. Bonjour à tous. Voilà, donc pour rappel, cette séance est une discussion ouverte entre et avec nos 4 experts ici présents. Donc toutes vos questions sont les bienvenues. Il y a 2 microphones, un devant, un derrière. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. J'en aurai moi-même quelques-unes. Avant de démarrer, je vais laisser brièvement la parole à nos experts afin qu'ils nous racontent un peu leur expérience avec et autour du cloud. On commence par vous, Frédéric. Voilà. Bonjour à tous, vous m'entendez bien, correctement? Parfait. Juste pour vous donner, tout d'abord merci de participer à cette discussion qui, je l'espère, sera la plus interactive possible. Juste pour vous donner quelques infos sur Olea Médical. Donc je suis Frédéric Hénaff, directeur des opérations chez Olea Médical, pour que vous sachiez à qui vous parlez, avec qui vous avez cette discussion. Pour ceux qui ne connaissent pas Olea Médical, donc, nous sommes présents sur le marché depuis une quinzaine d'années. Nous comptons maintenant à peu près 140 employés. Nous avons 17 nationalités parmi nos employés. Nous avons été rachetés par le groupe Canon en 2015. Donc nous appartenons au groupe Canon Médical. Et nous avons un chiffre d'affaires d'à peu près 10 millions par an. Ce que nous faisons, nous sommes un éditeur de logiciels, d'accord, particulièrement axé sur le post-traitement en IRM. On fait un peu de CT, mais particulièrement beaucoup d'IRM, avec des solutions pour les différentes parties anatomiques. Notre cœur de métier reste quand même la neurologie. Donc nous sommes très très connus sur les différents marchés européens, américains, pour nos solutions sur la neurologie. Comme je vous l'ai dit, nous sommes présents sur plusieurs continents. En Europe, aux États-Unis et en Asie, ce qui effectivement pour nous, en termes de le cloud, puisque c'est le sujet du jour, comme vous le voyez, quand on a une répartition géographique comme celle-ci, présente quand même des intérêts certains. Voilà, merci. Merci Frédéric. Maintenant, je pense que c'est au tour de Mathieu. Voilà. Qui va nous parler un petit peu d'AWS et de son rôle dans la santé en France. Voilà. Voilà, bonjour à tous et voilà, merci de donner l'opportunité du coup d'échanger sur ce que le cloud peut apporter au domaine de la santé en France. Donc, attendez, il faut que je lance le diaporama. Commence. Voilà. Voilà. Donc, Amazon AWS, c'est Amazon Web Services, c'est un des leaders du cloud dans le monde. Et juste pour rappeler, pour que les choses soient claires pour tout le monde, quand on parle du cloud, de quoi parle-t-on? L'idée, c'est de mettre à disposition donc des infrastructures, des services cloud, pour
permettre de construire, permettre aux chercheurs d'utiliser des capacités de calcul, des capacités de réseau, des capacités de stockage pour faire leurs recherches, pour faire tourner des applications informatiques dans tout domaine, dans le domaine de la santé, par exemple, avec finalement l'idée de se dire c'est des services qui sont accessibles en quelques clics au travers du réseau informatique, en toute sécurité, avec un paiement à l'usage. Donc il n'y a pas d'investissement initial dans du matériel ou de la logistique. Ça, c'est vraiment le principe de base du cloud. Et nos services cloud, notre positionnement est un positionnement B2B. On n'est pas là pour servir finalement les utilisateurs finaux ou les personnes. Donc il y a peu de gens qui, à titre personnel, sont clients d'AWS. C'est plutôt les entreprises, les structures, les établissements de santé ou les partenaires fournisseurs de logiciels en mode SaaS. Voilà. On est présent un petit peu partout dans le monde et donc on a nos centres d'hébergement, nos data centers, nos régions, un petit peu partout dans le monde en fonction des besoins. Donc typiquement pour les clients français, on a un hébergement à Paris. La plupart du temps, les fournisseurs et les gens préfèrent choisir un hébergement dans une localisation qui est proche d'eux avec la législation locale qu'ils appliquent. Dans le domaine de la santé, donc AWS sert effectivement des clients de tous ordres, qui vont des startups aux banques, à des gouvernements et des organisations administratives. Et dans le domaine de la santé, on a des cas d'usage qui vont du travail avec l'IT, on va dire l'IT traditionnel, pour le stockage, archivage et le fonctionnement classique de l'informatique, à des services qui sont beaucoup plus métiers, qui sont liés au système d'information clinique, au monde de la recherche, à la coordination des soins, à la gestion des dossiers patients, etc. Spécifiquement en France, dans le domaine de la santé, pour accompagner les différents clients, pour vous accompagner. On a effectivement des gens qui sont dédiés, des profils commerciaux et techniques, il y en a dans la salle. On a aussi travaillé d'un point de vue juridique pour que la localisation des données en France soit en France, et on a passé la certification HDS, qui est un élément qui est important pour pouvoir héberger des données de santé en France. Nos services sont disponibles au travers de plateformes d'achat qui sont disponibles dans le monde de la santé, CIH, RESA et à l'UGAP. Et on organise aussi, on participe comme aujourd'hui à des événements spécifiques pour accompagner le monde de la santé. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Mathieu. Jean-Philippe va nous parler du rôle du cloud en recherche fondamentale et dans la structuration des pôles de recherche. Bonjour à tous. Alors je remercie Oléa de m'avoir invité justement pour parler de l'application du cloud dans l'hôpital. Donc, moi, je fais partie de l'hôpital Gustave Roussy. Je suis ingénieur coordinateur du SI Recherche. Donc je m'occupe justement de développer les projets IT pour nos chercheurs. Alors, Gustave Roussy, c'est un hôpital qui a un pendant universitaire important, avec 4 grands thèmes. Donc, la médecine personnalisée. Donc, c'est justement proposer des traitements ciblés en essayant de caractériser spécifiquement la tumeur du patient. L'immunothérapie, qui est un traitement innovant qui fonctionne particulièrement bien sur certaines pathologies. On essaye justement de développer pour d'autres. Les réparations de l'ADN, donc éviter par exemple, comprendre les mécanismes de l'ADN pour éviter qu'il y ait des clones tumoraux qui se développent ailleurs. L'intelligence artificielle, c'est l'outil qui va nous permettre justement d'étudier tous ces axes-là. Donc ce qui se passe, c'est généralement le patient arrive à l'hôpital, il passe toute une série d'examens, donc radiologie, biologie, etc. Et en fait, toutes ces données, elles vont être justement exploitées via de la puissance de calcul. Donc ça va être justement, par exemple, via la Manapat, en faisant du phénotypage de cellules, qui va permettre d'essayer de prédire la réponse au traitement.
des analyses génomiques pour essayer de caractériser la tumeur, et en radiologie, typiquement, en diagnostic, on va essayer d'augmenter la performance diagnostique du radiologue en faisant de la détection automatisée et aussi en faisant de la détection de biomarqueurs spécifiques pour éventuellement essayer de prédire la réponse à un traitement. Alors, pourquoi le cloud computing? Le cloud computing, il se développe de plus en plus parce qu'il y a certaines facilités, c'est ce qu'on remarque nous à Gustave Roussy. C'est vrai qu'on a un déploiement très très rapide, donc les applications que justement certaines entreprises, justement, quand elles veulent déployer par exemple une solution d'IA, ça prend que quelques jours, c'est très rapide. Les usages, on peut vraiment développer une plateforme qui est très très adaptée à l'usage, très spécifique pour ce dont on a besoin. La DSI, l'hôpital n'a pas à ajouter, n'a pas de charge de travail supplémentaire par rapport à ça, donc ça c'est très important pour les hôpitaux et pour se concentrer vraiment sur le fonctionnement de l'hôpital. Les ressources déployées sont souvent justement dédiées pour une personne. Je parle justement pour les chercheurs qui justement déploient des solutions de calcul et qui n'ont pas à attendre que l'utilisation se termine pour d'autres personnes. Et les mises à jour matérielles sont constantes, comme les mises à jour logicielles. On peut utiliser n'importe où on est, donc ça c'est parfait. Il y a quelques points bloquants, d'avoir une bonne connexion Internet, le côté juridique qui est très important, savoir où on dépose nos données. Et ça nécessite de la formation, évidemment. Nous, on a quelques cas d'usage, Gustave Roussy. Donc, en radiothérapie, nos unités de recherche utilisent AWS, par exemple, pour des cas très hétérogènes avec des utilisations très, très différentes. Donc, la simulation Monte Carlo, qui utilise beaucoup de CPU, des mecs des fluides, qui utilisent un mix de CPU, GPU et Deep Learning, énormément de GPU. Donc, en fait, on peut adapter très précisément les ressources aux besoins. En imagerie, on a justement un logiciel qui permet de faire le dépistage de nodules pulmonaires chez des patients à risque, dont l'intelligence est hébergée en cloud. Et en imagerie moléculaire, aujourd'hui, on a juste le robot qui est utilisé dans le laboratoire et toute l'intelligence est déportée. Donc la station est très rapide et c'est opérationnel très très rapidement. Donc c'est un vrai avantage. Merci à vous. Merci Jean-Philippe. Professeur Chamser, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre expérience à la PHM? Alors, c'est sûr que l'usage des données numériques à l'hôpital, tout est devenu numérique. Sur l'imagerie, moi je suis radiologue à la base, donc on est numérique depuis longtemps. Et finalement, on a un stockage de l'information sous différentes formes, en particulier dans l'imagerie, sous forme de VNA. En pratique, je crois que ce qui est intéressant à voir, c'est, comme toujours avec les outils, c'est leur bonne place. Je crois qu'aujourd'hui, on a des outils cloud, et je crois que celui que propose AWS est parmi les plus performants, avec une capacité de puissance de calcul, une scalabilité et une adaptation aux standards du marché qui sont reconnus par tous. Après, avec chaque outil, je crois qu'il faut avoir le bon usage. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a finalement des contextes qui sont très différents. Moi, je crois que la donnée médicale, elle est partout, à la fois dans des grosses structures hospitalières, comme à Gustave Roussy à l'instant, ou à l'Assistance publique de Marseille, c'est des structures très importantes, mais elle est aussi dans les cabinets médicaux. Je vois dans les cabinets de radiologie de ville ou des structures hospitalières de plus petite dimension. L'utilisation, à mon avis, du cloud, la bonne utilisation, c'est quand elle répond finalement à des usages qui sont des usages de performance, puisqu'on voit bien que c'est rapide, ou de traitement de données massives en un temps court, parfois décalé, on le voit avec la recherche. Moi, je pense que cet usage, par exemple, sur la recherche, peut être extrêmement intéressant, puisqu'on a un traitement des données en général qui est déjà anonymisé. On a cet aspect finalement très intéressant, c'est la donnée qui va circuler, ne présente pas cette reconnaissance individuelle qui pose un des gros problèmes. Et finalement, la scalabilité de ces structures qui sont capables
finalement de développer une puissance de calcul qui va se déployer en fonction du besoin et finalement ne demande pas d'avoir une mobilisation permanente pour cet aspect est extrêmement important. Il y a d'autres traitements de l'information dans un système et dans une urbanisation d'un système d'information hospitalier qui parfois demandent un traitement qui me semble est plus performant on-premise et dans une organisation d'architecture qui permet à ce que le flux d'information connecte différents outils en interne en temps réel. Donc moi, je crois qu'on est à un moment donné où il y a beaucoup d'outils qui sont de disposition pour traiter cette donnée. Moi, je pense que cloud est un outil très performant et qu'il faut l'intégrer au bon endroit et au bon moment dans l'usage. Pour le traitement peut-être d'une solution d'intelligence artificielle ponctuelle, ça peut être extrêmement performant. Pour quelque chose d'un peu plus complexe, parfois, dans une urbanisation très complexe, ça peut être difficile. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut adapter aux usages, à ce que l'on veut faire pour le patient. Et ce qu'on veut faire pour le patient, c'est parfois associé, dans le cas d'une urbanisation complexe, à des choses qui parfois peuvent bénéficier d'un usage intégré. Donc je crois que ce qui est très très important, c'est d'utiliser les outils et de les associer dans une organisation pertinente. D'accord. Merci à tous pour cette brève introduction. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez vous lever et aller au micro. Elles sont toutes les bienvenues. On vous encourage à le faire. Et je voulais aussi vous dire que vous pouvez évaluer cette séance à la fin de la séance sur l'application JFR+. Voilà. Donc, entrons dans le vif du sujet. Première question. Comment l'adoption du cloud peut-elle transformer la gestion des données de santé en radiologie ? Frédéric, je pense qu'elle est pour vous. Alors, bien évidemment, je vous ai présenté quelques slides concernant Olea Medical. Donc, vous avez compris qu'on est dans une phase de transition. C'est une stratégie d'entreprise de basculer d'un système purement on-premise vers du déploiement cloud. Donc, c'est quelque chose, on pense, avec nos partenaires de chez AWS. Et si on le fait, c'est qu'effectivement, on pense que cette architecture, cette organisation dans le cloud peut apporter du plus au niveau de la structuration des datas et de l'accessibilité des datas. Donc effectivement, moi je reste persuadé que le cloud peut et favorisera dans un premier temps l'accès à ces datas de santé, à ces données de santé. L'accès, c'est un terme assez général, assez vaste. Quand je parle d'accès, forcément aux professionnels de santé, mais je parle d'accès aussi aux patients, à l'accès également sur des marchés, puisque nous sommes industriels, donc nous vendons aussi des solutions, sur certains marchés qui sont parfois pénalisés pour pouvoir s'acheter en fait du hardware qui coûte très cher parfois et qui pourrait avoir un accès plus facile via le cloud. Ces marchés, ça paraît paradoxal, mais ces marchés ont parfois de très très bonnes connexions Internet avec un débit qui est parfois supérieur au nôtre en France. Donc ça pourrait leur faciliter l'accès à ces datas. Donc ça c'est le premier point. Je pense également qu'en termes de gestion de la data, la capacité du cloud que nous offre le cloud de pouvoir en fait structurer, ranger ces datas dans un endroit unique. Et vous le savez comme moi, ces datas ne font qu'augmenter et dans le futur, elles ne cesseront d'augmenter. On est à la course aux examens, on parle de la radiologie, mais c'est vrai que la radiologie, maintenant, les techniques d'imagerie, que ce soit IRM, scanner, vous avez de plus en plus d'images à traiter, donc de plus en plus de data à stocker. Donc la gestion des data dans le cloud me laisse entrevoir que ça peut être un bon outil pour cette gestion de data qui ne va faire que grossir en fait. La flexibilité, l'évolutivité également qu'offre le cloud aux institutions de santé notamment. La possibilité de scaler ou pas leur infrastructure en fonction de leurs besoins. Ça aussi, c'est quelque chose qui à mon avis, permettra une plus grande flexibilité à l'heure actuelle, qu'on a à l'heure actuelle dans les hôpitaux. Donc ça, c'est important. Et puis,
Sur le long terme, on en est tous là, hein, aussi bien les institutions de santé que les professionnels. Le coût reste un sujet quand même, malgré tout, hein, pour le stockage de ces données. Dans les hôpitaux, vous le savez, nous, on stocke également de la donnée anonymisée, bien évidemment, pour entraîner nos algos. Et ça prend de la place et ça coûte cher quand on doit acheter des serveurs. La DSI est là, hein, de la médicale, mais ça nous revient à peu près à 30 000, 40 000 par an, voilà, de stockage, rien que pour stocker de la donnée sur site. Donc avoir ces outils dans le cloud nous permettent de réduire les coûts, parce que ça nous permet de réduire les coûts, ça soyez-en persuadés, puisqu'on paye à l'usage. Ça c'est un point très important. Donc en termes de coûts et au total de répercussions sur ce que paiera en fait le patient, est-ce que ça va coûter en fait à la société, ça sera d'après moi bénéfique. Et le dernier point qui est quand même important, c'est la sécurité. Qui est quand même un sujet. Et je pense que le cloud est déjà très sécurisé. On n'a jamais vu en fait de problème de hackage ou quoi que ce soit dans une infra cloud à l'heure actuelle. Ça s'est toujours passé on-premise, en France en tous les cas. Et je pense que dans les années à venir, la sécurité à travers le cloud ne sera que meilleure et renforcée. Parce que ce sont des industries qui doivent faire leurs preuves et montrer que leurs systèmes sont intouchables. Donc voilà, ça donne un petit peu le schéma et l'overview de ce que peut apporter en fait le cloud en fait à ces data de santé. D'accord, donc la sécurité, on y reviendra C'est évidemment. un sujet, ouais. J'aimerais avoir le point de vue clinique ou de Jean-Philippe sur ce que peut apporter le cloud. L'avantage du cloud, on va dire aussi, c'est le côté effectivement centraliser la donnée, c'est-à-dire qu'elle est hébergée dans un serveur qui centralise, qui est à l'extérieur et qui centralise toutes les données. Et du coup, peu importe où on est, qu'on soit justement de l'hôpital Gustave Roussy, ou d'un laboratoire de l'hôpital ou d'un laboratoire qui est ailleurs, Curie ou ailleurs, on peut avoir un accès à ces données-là de façon totalement transparente, sans devoir en fait passer par tout un pan de développement des accès via des accès télétravail, des accès VPN et j'en passe. Et du coup, ça facilite énormément les collaborations, justement pour la recherche, par exemple. Je sais pas, annoter des images pour entraîner un modèle d'IA. Typiquement, nous, ça nous pose problème parce qu'on est obligé de faire venir des médecins, de leur prendre du temps, de tout ça. Alors que là, ils le peuvent faire n'importe quand. Ils ont 2 minutes, ils ouvrent la plateforme et ça fonctionne. Voilà. Professeur, un petit mot à ajouter Je crois que quand on est dans le contexte de la recherche, c'est assez pertinent. Alors, le modèle cloud, que ce soit un cloud interne ou un cloud externe, ça reste accessible partout. Après, si on est de santé, il faut faire attention parce qu'on a à la fois la volonté d'y accéder partout et tout le temps, et en même temps de sécuriser le fait que c'est les bonnes personnes qui ont accès à vos données. Donc faire attention parce qu'on est aujourd'hui dans une époque un peu schizophrénique, hein, c'est la facilité d'accès en permanence, tout le temps et partout, et en même temps, on est de plus en plus attentif à que personne ne puisse avoir vos données personnelles et les utiliser de façon abusive. Donc on a besoin d'une sécurisation, et je dirais qu'il y a 2 contextes un peu différents entre la recherche et la pratique clinique en temps réel. Dans le mode recherche, on est dans un mode dans lequel le processus de construction des bases sur lesquelles on va avoir accès nécessite l'anonymisation de ces bases, et donc on est sur un objet déjà qui est beaucoup moins sensible. Donc cette ouverture, cette facilité d'accès est extrêmement pertinente puisqu'on a une phase de sécurisation, et donc les codes d'accès, etc., peuvent être, je dirais, plus simplifiés que sur un accès sur la donnée médicale de production du soin. Et puis après, je pense qu'aujourd'hui, les directions informatiques doivent faire leur migration intellectuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était sur un mode, je dirais, où tout était intégré dans les bases d'un hôpital ou d'une structure. Je parle pour les grosses structures. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'effectivement, ils puissent moduler cet outil cloud dans les bons usages.
Et je crois que, alors on dit ça fait gagner du temps au DSI. À un moment donné, il faut quand même que ça soit travail aussi, c'est-à-dire qu'ils sont là pour servir le soin du patient. Et que les choix technologiques qui sont faits ne doivent pas être faits par la facilité qu'ils ont à les mettre en œuvre, mais à savoir est-ce que ça sert bien au mieux le patient. Et donc on doit en permanence poser la question de savoir quel est le bon outil au bon endroit. Et je pense que dans la recherche, la pertinence est indiscutable, parce qu'on est sur un pic d'usage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va constituer une cohorte, on va la traiter, même si elle est volumineuse. Quand on est sur un usage chronique de stockage de la donnée, la notion de coût, à ce moment-là, doit être revue non pas sur un pic, mais sur une durée de 5 ans ou 6 ans ou 10 ans, et d'autre part sur le fait qu'elle est intégrée à d'autres données. Que dans un hôpital, on va avoir des sources de données qui sont multiples, autour du patient. Et comment on les consolide, et qu'à un moment donné, s'il n'y a pas une part de travail de SI local pour consolider ce lien autour de la donnée, autour du patient, on va avoir une perte d'intelligence, même si on est plus performant en termes de rapidité. Donc il faut en permanence articuler ces deux éléments. Je pense que c'est la clé. C'est une évolution essentielle, mais je pense que c'est comme toujours, si on est dans un balancier extrême d'un côté ou de l'autre, on n'aura pas le bon zoom sur le sujet. Tout à fait. Vous parliez avant, Jean-Philippe, d'améliorer la collaboration et le partage de données entre radiologues et d'autres professionnels de la santé. Vous pouvez un peu étayer là-dessus ? Oui, ces plateformes, en fait, le cloud, c'est quoi concrètement? C'est une page web qui, justement, à partir du moment où on a l'accès, justement, comme les professeurs, à partir du moment où on a l'accès, en fait, on peut exploiter et on peut travailler sur ces plateformes et il n'y a pas de limite, on va dire, il n'y a pas de limite pour y accéder, peu importe où on est, n'importe quand. La seule limitation, c'est d'avoir une connexion Internet. Et aujourd'hui, justement, ça, c'est un vrai plus parce qu'aujourd'hui, la collaboration scientifique, en tout cas à Gustave Roussy, elle est multicentrique, elle est internationale. Et nous, on a vraiment besoin, justement, d'avoir des experts précis pour certaines pathologies, ORL, thoraciques, etc. Et en radiologie, on voit à quel point c'est intéressant de pouvoir, justement, avoir des solutions qui peuvent être utilisées partout. Et évidemment, avec un contrôle quand même assez important dessus, c'est-à-dire qu'il faut évidemment pouvoir contrôler qui y accède avec de la sécurité, de la double authentification et tout ce genre de choses. D'accord. Nous, on voit peut-être pour compléter, un des points aussi qu'on voit en termes d'évolution, c'est que, comme vous disiez, professeur, il y a cette question de savoir où est le bon endroit pour la collaboration, pour la consolidation des données. Et ce qu'on voit aussi, c'est des phénomènes au niveau, alors on le voit en France, on le voit au niveau international, d'une collaboration qui se fait de plus en plus hors des frontières de l'établissement hospitalier, où on a besoin d'aller consolider des choses qui vont venir du domaine de profession libérale, du domaine libéral, de venir de choses extérieures. Et finalement, cette consolidation de données autour du patient, d'une certaine manière, le dossier patient, il devient de plus en plus multipolaire, dans lequel effectivement de la consolidation pour aller comprendre ce qui se passe va pouvoir être nécessaire aussi progressivement. C'est pas la situation d'aujourd'hui et pas celle qui sera demain, mais progressivement de plus en plus à grande échelle, au-delà des frontières du système local aujourd'hui. Tout à fait, je pense qu'il va y avoir d'abord, il y a un cadre national, puisque on a en France le DMP, Voilà. qui est notre outil d'accès à l'ensemble des documents nationaux et qui, depuis qu'il est porté par l'assurance maladie, connaît quand même une accélération importante. Concernant, si on prend par exemple l'imagerie, la remontée des comptes rendus est maintenant acquise dans le DMP, et là on va passer dans la phase 2 du Ségur à l'accès à l'imagerie, avec un point d'angle qui est l'accès à l'imagerie là où elle se trouve, à travers le DMP. C'est la Dreambox qui va être lancée dans les semaines qui viennent,
dans le cadre d'un travail de collaboration entre les radiologues français et le ministère de la Santé. Donc je crois qu'il y a, en France en tous les cas, un cadre général qui est un cadre légal et qui est forgé par le payeur, puisque c'est un système national. Et je crois qu'effectivement, il y a probablement deux granularités qui sont clairement définies. Il y a la première proximité, où le patient est pris en charge, avec un cercle qui peut être très variable, ça peut être le tout petit établissement, le cabinet de ville, ça peut être le CHU, ça peut être le GHT, qui sont des entités existantes. Et puis au-dessus de ces cercles-là, il y a finalement le DMP et la capacité de pouvoir accéder à l'information du patient, mais avec une sécurisation de qui accède, avec une traçabilité de qui a accédé au dossier, qui reste au patient, avec la capacité de pouvoir dire au patient qui refuse que, par exemple, de personnes accèdent à son dossier. Et ça, ce sont des éléments très importants dans le cadre du pacte de confiance, qui est indispensable autour du numérique pour ne pas créer une sorte d'insécurité numérique qui aurait les effets contraires de ce que l'on souhaite. On parle de confiance, donc on peut parler de sécurité aussi des données. Et donc cette question, c'est un petit peu pour vous, Mathieu. Comment les plateformes cloud peuvent-elles garantir la protection des informations sensibles des patients en radiologie ? Voilà, alors je pense que pour aborder ce sujet, il faut bien comprendre, quand on parle de cloud, on parle un petit peu de choses, de deux domaines qui se complètent. Il y a le fournisseur de l'infrastructure cloud, des services cloud. En l'occurrence, là, on parle d'AWS. Donc, nous, notre part de responsabilité chez AWS, c'est de fournir des infrastructures qui sont sécurisées et qui permettent, qui protègent les données là-dedans. Et pour ce faire, on a des data centers en France qui assurent la localisation des données en France. On a des services qui vont être conçus de telle sorte à mettre la sécurité au premier plan. On a des certifications de sécurité dans l'ensemble du monde entier. On sert, donc HDS est une certification en France, mais on travaille aux États-Unis, c'est HIPAA, et dans la plupart des pays, on va voir passer toutes les certifications de sécurité spécifiques au monde de la santé. On ne sert pas que des clients du monde de la santé, on sert aussi des clients du monde bancaire. On a des banques qui tournent sur AWS et donc des données bancaires sont aujourd'hui et tournent, et des données de compte en banque tournent sur AWS. On a des données gouvernementales, certains gouvernements qui ont décidé de confier. Dans le domaine de la santé, on a effectivement donc des partenaires, des éditeurs qui font tourner leur système, des chercheurs qui font tourner leur système, mais aussi du coup des hôpitaux qui, pour un certain nombre de raisons, ont fait le choix. Je prends le cas d'un hôpital en Allemagne qui s'appelle Fachklinikum Main-Schleife, qui a été hacké il y a quelques temps et qui, suite à aux indisponibilités, aux difficultés de remettre en état son service, a décidé de migrer l'intégralité de son informatique sur AWS pour finalement se protéger contre les attaques et s'appuyer sur l'infrastructure AWS pour se protéger des attaques. Donc les choix peuvent être divers et variés là-dessus, et on a ces infrastructures qui vont permettre de le faire. Et puis au-dessus, parce que nous on fournit des infrastructures, on fournit, si vous voulez, en termes d'image, une boîte de Lego avec lesquelles vous allez pouvoir construire des choses et des solutions et des services. Et effectivement, les fournisseurs logiciels, les chercheurs, les DSI des centres hospitaliers vont s'emparer de ces briques et les assembler, les configurer de telle sorte à ce que la sécurité des données soit assurée. Donc utiliser des outils qui vont leur permettre de segmenter le réseau pour éviter que le réseau soit exposé à Internet. On peut très bien utiliser finalement des outils de sécurisation du réseau pour faire en sorte que ce qui est dans le cloud ne soit pas exposé à Internet, et on peut utiliser des outils de gestion des droits d'accès pour segmenter et s'assurer que seules les personnes qui ont été explicitement habilitées
seules les personnes qui ont les mots de passe ou les clés de sécurité ou tout ce qu'on va vouloir mettre en place vont accéder aux données des patients une fois qu'ils ont été autorisés par le patient. Donc c'est deux domaines différents. Il y a le domaine des infrastructures, c'est la responsabilité des AWS. On essaye de faire le mieux possible notre travail et pour le prouver, on passe ces certifications. Et puis il y a l'usage qu'on en fait qui va être le niveau de confiance et le niveau de qualité qui va être mis par l'éditeur logiciel, le chercheur, la DSI de l'établissement ou en tout cas ceux qui vont prendre le contrôle de la configuration du cloud. Nous, on met à disposition une boîte à outils. D'accord. Je voudrais rebondir là-dessus, sur ton propos, Mathieu. Effectivement, on a chacun notre part de responsabilité sur ces systèmes de sécurité. C'est pas parce qu'en fait on délivre en fait une solution à nos clients via le cloud qu'on peut tout faire et n'importe quoi. C'est pas le cas. Bien souvent d'ailleurs, les DSI nous auditent à la fois sur l'infrastructure cloud elle-même que l'on propose, mais sur la solution, sur le logiciel lui-même également. On parlait des couches basses, couches hautes de sécurité. Donc effectivement, nous, éditeurs de logiciels, nous sommes tenus également de respecter au niveau de nos logiciels les normes de sécurité, hein, même si on les fournit via une solution cloud. Hein. Voilà, juste pour que ce soit clair. Moi, je pense qu'il est important aussi, c'est vraiment de former les gens à l'utilisation de ces outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les DSI, il y a assez peu de gens qui savent vraiment utiliser le cloud, dans les DSI d'hôpitaux. Et c'est important parce que justement, AWS nous fournit la coquille, tout le matériel qu'il faut pour faire justement du calcul, tout ce qu'on veut, ou des possibilités assez extraordinaires. Mais derrière, libre à nous aussi de sécuriser les accès, de mettre le chiffrement qu'il faut, de mettre justement tout en œuvre pour que tout soit fait de façon très sécurisée. C'est pas parce que c'est dans le cloud que c'est sécurisé. Voilà, il faut une vraie formation là-dessus et c'est très important aujourd'hui. Ça me paraît fondamental et je pense qu'il y a quelque chose de très très important, c'est que les hôpitaux, quels qu'ils soient, puissent se payer les bons ingénieurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème finalement dans les hôpitaux, publics ou privés, d'avoir une grille salariale adaptée à un secteur extrêmement concurrentiel. Que si on n'est pas en capacité de créer un modèle économique pour recruter dans les hôpitaux les bonnes personnes, on va avoir une asymétrie qui risque d'être risquée entre des technologies et des équipes extrêmement pointues du côté des offreurs d'offres qui montent en gamme et en puissance, et des personnes en face pour les utiliser qui n'aient pas les compétences nécessaires. Et il y a un véritable problème aujourd'hui à offrir des contrats adaptés sur un secteur sur lequel c'est extrêmement concurrentiel et on ne peut pas tabler que sur une vocation venue d'ailleurs pour pouvoir alimenter ces équipes. Donc, je crois que c'est un sujet connexe mais extrêmement important. Oui, mais justement là-dessus, comme on parle un peu de décalage entre ce qu'on peut offrir et la capacité pour le recevoir, les connexions Internet dans les hôpitaux, ce dont vous parliez avant, Jean-Philippe, est-ce que ça peut être un problème? Je disais que le cloud, la plupart du temps, c'est une page web pour les gens, c'est-à-dire c'est juste un service web qui est déployé et qui est accessible à un hôpital, mais ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait une connexion qui est suffisante et fiable et performante. Aujourd'hui, les hôpitaux ont ce qu'il faut pour assurer justement leur travail d'hôpitaux, pour la clinique, pour justement les échanges classiques entre différents centres, mais pas forcément justement pour ces nouveaux défis. Déjà, le télétravail avait rajouté pas mal de charges sur justement les accès Internet, fibre optique. Et aujourd'hui, justement, les usages cloud rajoutera très probablement encore une charge supplémentaire qu'il faudra prendre en compte dès aujourd'hui. Probablement un rôle des ARS à s'intéresser à ce sujet et à offrir un réseau dédié dans les territoires, sécurisé de fibres dédiées pour les données de santé, qui assure la redondance, le débit suffisant et l'isolement de ces fibres sur les données de santé. Et c'est de la responsabilité de ces ARS de prendre en charge ça et de le mettre en œuvre et de le proposer
aux établissements de santé, aux cabinets de santé. Entre les CLCC, il y a déjà justement des réseaux communs, réseau Rose, je pense, où il y a cette possibilité-là qu'on n'exploite pas vraiment en fait. Mais voilà, il y a quand même ces possibilités-là qui sont prévues et qu'il faudra développer dans l'avenir. D'une manière générale, que ce soit à la fois sur la partie RH et sur la partie réseau, la question effectivement est de se dire sur quelles sont les priorités d'investissement si on regarde à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, en termes à la fois de compétences et de technologie. Le réseau, c'est quelque chose qui est incontournable. On peut se dire, bon, on peut peut-être s'en passer encore 1 an, 6 mois, 1 an, voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui, à 5 ans, à 10 ans, c'est des choses qui sont des investissements qui sont incontournables, parce que de plus en plus, on va consommer de la bande passante, et de la bande passante qui a besoin d'être garantie, qui a besoin d'être redondée, qui a besoin d'être sécurisée contre des attaques en déni de service et ce genre de choses. Donc il y a des choses qui sont incontournables, donc en termes d'investissement là-dessus. Si on reprend la question des RH, évidemment, c'est important. Ce qui se passe, c'est que dans le marché du travail, les ingénieurs, il n'y a pas que dans le domaine de la santé que les ingénieurs sont rares, et les ingénieurs informaticiens, etc. Et donc, une des choses qu'on voit dans le domaine de la santé et ailleurs, c'est l'idée de se dire, recentrons les compétences informatiques sur nos cœurs de métier, là où on a de la valeur ajoutée, nous, alors hôpital, sur les sujets qui sont liés aux patients, au traitement clinique. Et donc, appuyons-nous sur des spécialistes du marché, du métier de l'informatique, sur les choses qui sont des choses courantes et banales. Il y a des choses qui sont courantes et banales, l'informatique courante, les systèmes d'information courants, la gestion effectivement du réseau, des pare-feux, de la sécurité, des choses comme ça. Tout le monde fait la même chose et embaucher aujourd'hui sur des métiers qui sont banals, ça devient de plus en plus difficile parce il y a une concurrence qui est forte. Donc une des idées ou une des façons d'aborder les choses, une des possibilités, c'est de dire, voilà, les ingénieurs qu'on va embaucher dans le monde de la santé, il faut qu'ils fassent vraiment de la santé. Et finalement, les sujets de configuration de pare-feu, des sujets de maintenance des équipements de stockage, de branchement dans les data centers, c'est probablement des choses pour lesquelles, effectivement, des spécialistes du cloud peuvent être utilisés parce que finalement c'est notre métier au quotidien et on a optimisé ces process depuis de nombreuses années. Je pense que dans les hôpitaux, il y a probablement aujourd'hui peut-être un virage à prendre. Les ingénieurs, il en sort beaucoup et en France, on est un pays dans lequel le niveau est plus que bon et probablement un des noyaux dans le monde où les ingénieurs qui sortent sont de bon niveau. Un des problèmes qu'on a probablement, c'est qu'aujourd'hui, ils se tournaient beaucoup vers l'audit ou vers la finance, avec des formations pourtant d'ingénieurs. Il est possible qu'aujourd'hui, on ait un virage à prendre dans la quête de sens, qui est un des éléments majeurs des jeunes, et que travailler dans la santé, dans les hôpitaux, c'est quelque chose qui a du sens. Ça veut dire que, moi je pense qu'ils peuvent connaître les éléments techniques et du branchement, parce qu'à un moment donné, il faut quand même pouvoir mettre un peu les mains dans le cambouis à l'hôpital, mais en même temps savoir pourquoi on travaille, qu'est-ce qu'on sert. Et si on rapproche un peu les salaires, peut-être qu'avec le sens, on peut arriver à motiver les jeunes dans une quête aujourd'hui qui est quand même assez claire d'avoir dans sa vie professionnelle un équilibre vie pro, vie perso et vie pro qui a un sens par rapport à la collectivité. Ouais, c'est important ce que vous dites, professeur. Là, je suis complètement aligné. Et là, on se rejoint parfaitement avec le milieu de l'entreprise où effectivement, avoir un sens, ça fait tout. Ça fait tout. Là, On n'aura pas de jeunes sans sens aujourd'hui. C'est une erreur de penser qu'on peut fonctionner comme on fonctionnait il y a quelques années. Et que même le moteur financier aura ses limites. Et c'est peut-être le côté rassurant de ces jeunes. Donc nous digressons sur des questions plus existentielles. Excusez-moi, je sors un mais peu. Mais c'est très bienvenu, c'est essentiel de se poser ces questions. En tout cas, avec l'IA, nous Gustave Roussy, on est quand même assez liés au plateau de Paris-Saclay. Et on a beaucoup de jeunes qui viennent de Centrale Supélec, qui viennent travailler chez nous sur des problématiques d'IA et autres. Et de plus en plus de jeunes sont intéressés par ces domaines-là et justement sont en quête de sens et trouvent justement un peu une réponse à ça chez nous. D'accord. Bon, c'est bon à savoir. Vous venez de parler de l'IA ?
D'accord. Donc, je vais vous poser une question. Comment est-ce que des technologies telles que l'IA ou l'apprentissage automatique peuvent être intégrées dans des solutions cloud? Désolée de redescendre au sujet du cloud qui est là-haut. Mais bon. Les solutions cloud permettent d'avoir en fait une capacité de calcul extrêmement importante sans qu'on ait vraiment à développer, enfin à équiper l'hôpital justement de matériel extrêmement cher et qui a une durée de vie assez peu importante parce que le matériel évolue très 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 régulièrement et la recherche est à la pointe de justement est dans l'état de l'art tout le temps et on a besoin tout le temps d'être à la pointe des technologies et nous on voit en fait il faudrait se rééquiper en GPU quasiment tous les 2 ans pour être à la pointe. Donc en fait, le cloud computing permet justement, et le cloud plus généralement, permet d'avoir toujours l'état de l'art en termes de matériel. Et ça, c'est très important pour la recherche et aussi au final pour la clinique. Je veux dire, par exemple, faire des détections automatisées de lésions en temps réel, voilà, sur un corps entier, j'en sais rien. Voilà, c'est quelque chose qui devient de plus en plus justement qui fait de plus en plus sens. Donc effectivement, le cloud permet d'avoir d'immenses ressources sans avoir une structure forcément adaptée à recevoir du matériel aussi performant. On sent que le cloud va devenir très important, va avoir beaucoup, enfin, fait du sens pour le coup. Est-ce que, je voulais savoir parmi vous, dans le public, est-ce que quelqu'un utilise le cloud à son institution? Non? Vous pouvez lever la main pour répondre. Personne? Je peux répondre pour tout le monde? Vas-y. Oui. Oui? Ils utilisent tous. Mais ils ne le savent pas. Peut-être pas. Peut-être pas. En tout cas, si vous ne le savez pas, alors, investiguez. Mais vous l'utilisez tous aujourd'hui dans vos institutions. Il y a un certain nombre de services et de systèmes qui sont mis en place et qui s'appuient sur le cloud dans la plupart des institutions. Il y a un certain nombre de services qui ne sont pas des références publiques sur lesquelles, du coup, on ne communique pas, mais effectivement, en regardant les services, en regardant avec qui vous travaillez, il y a des chances que, enfin, voilà, là, je peux parier, je parie des bouteilles, il n'y a pas de problème. Ah, ça devient intéressant. Voilà, il n'y a pas d'institution qui n'utilise pas du cloud. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de bien comprendre, de regarder pourquoi il y en a, à quel endroit, qu'est-ce que ça apporte, et de se dire si effectivement sur certaines niches ou certains services, même sans s'en rendre compte, en fait on l'utilise, c'est intéressant de se rendre compte pourquoi ces services ont autant de succès ou autant de succès vers les utilisateurs, vers les patients, etc. Et de se dire, voilà, est-ce qu'on n'arrive pas à transposer ce succès sur d'autres, et ce succès, cette appropriation par les personnels de santé également, personnel médical, sur d'autres systèmes qui aujourd'hui peut-être ne fonctionnent pas encore aussi bien là-dessus. D'accord. Peut-être une question pour terminer de convaincre l'audience. Quels sont les critères clés à considérer lors de la sélection d'un fournisseur de services cloud pour la gestion des données de santé? Si vous voulez répondre un peu tous. Moi, je dirais, c'est vrai que pour choisir un service cloud, c'est un service cloud qui répond déjà à un besoin, qui a les capacités. Voilà, si on a besoin de capacités importantes de calcul, il y a certains services qui sont plus, qui permettent justement d'avoir la capacité de calcul, mais tous les types de calculs, calculs matriciels avec des GPU ou des calculs plus classiques type CPU. En fait, il faut choisir par rapport à son usage. Et aussi, il faut aussi évidemment regarder où on dépose ses données de santé, c'est-à-dire que il y a quand même certaines réglementations aujourd'hui qui justement font en sorte que les données de patients ne peuvent pas être mises n'importe où. Et il faut y choisir un cloud qui répond à certaines certifications, type HDS et peut-être d'autres, type SecNumCloud, qui sont aujourd'hui conseillés par l'ANSSI, la CNIL, tout ça. Donc voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Moi, je dirais les 3 niveaux. Les aspects techniques, c'est-à-dire quelle est la performance, savoir s'il peut digérer des Dockers rapidement et de quelle manière et quels sont les standards. Le problème des standards, on en va parler, mais c'est un vrai sujet qui fonctionne ou pas. Ensuite, il y a la scalabilité, le modèle économique,
Et ensuite, effectivement, où vont les données, où est-ce qu'elles sont stockées et dans quel cadre juridique elles sont hébergées au-delà de l'hébergement physique. Parfait. D'accord. Vous pouvez venir travailler chez Oléa, professeur. Et à deux mots près ce que j'allais dire, côté plus industriel, effectivement, bon, l'offre que propose le fournisseur de cloud est importante puisque l'offre peut correspondre tout à fait aux besoins d'Oléa et ne pas correspondre aux besoins d'un Siemens ou d'un GE, d'une autre boîte qui fait autre chose, qui a besoin d'autres capacités. Donc l'offre est évidemment très importante. Les certifications qu'il propose également, parce qu'on doit quand même rentrer dans un mode de compliance avec les différentes règles en place, les différentes législations en place dans les différents pays également. Donc ça c'est important. Et l'autre point qui n'a pas été abordé, mais qui pour nous industriels, et je pense, comme toi Jean-Philippe, dans le milieu de la recherche, c'est l'accompagnement que va nous fournir ce fournisseur, qui est aussi très très important. Comme je vous l'ai dit, pour une entreprise, c'est un cap. Hein. Ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, de passer d'une solution de premise vers une solution cloud. Donc il faut être accompagné, il faut être bien accompagné, bien conseillé. Voilà, donc ces 3 points pour moi sont vraiment essentiels. D'accord. Un dernier petit mot à ajouter? Une question du public peut-être? Bon, tout le monde a bu nos paroles. Ils sont tous convaincus. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clore le symposium. Merci énormément d'être venus, de votre participation. Merci à nos experts et bonne fin de journée au JFR. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.